Bonsoir téléspectateurs, amis auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, merci. Merci de rester aussi tardivement à nous suivre. Toutes nos excuses, mais il fallait quand même pour la suite des événements. Depuis vendredi, du côté de la Côte d'Ivoire et du côté de la CPI, la Cour pénale internationale, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de changer le cours même de la vie, sinon de la survie de la CPI et aussi de la Côte d'Ivoire. J'avais retenu comme thème la route vers la liberté et l'opposition africaine, le cas du Sénégal et le cas du Togo. Mais compte tenu de l'urgence de la situation qui prévaut au niveau de la CPI et de la Côte d'Ivoire, on va consacrer notre nouvelle émission, c'est-à-dire la prochaine émission. C'est là qu'on va essayer de développer les cas togolais et sénégalais concernant l'opposition africaine. Et cette communication de ce soir ne sera pas très longue, mais on va passer à l'essentiel, surtout le plus important. Depuis vendredi, la nouvelle est tombée, c'est-à-dire la prochaine étape, sinon l'étape après avoir entendu l'accusation, les avocats de l'accusation et les avocats de la défense. Tout ça a été reporté au jour du jeudi, c'est-à-dire le jeudi dernier. Les gens ont commencé leur plaidoirie. Le fameux McDonald, juge de l'accusation, a eu à avancer un certain nombre de conditions qu'il souhaiterait concernant les deux prisonniers, c'est-à-dire les deux détenus. Le ministre Charles Bleu Goudé et le président Laurent Gbagbo, mais beaucoup de ces exigences, sinon des conditions que le juge McDonald a avancées, beaucoup de ces conditions-là se réfèrent en la personne du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est tout de même le personnage clé dans tout ce qui a suivi, sinon qui suit depuis la crise ivoirienne, depuis la rébellion. Parce qu'il s'agissait d'abord même de sa personne, que la France ne veut pas depuis Chirac jusqu'à ce jour. Tous ceux qui se sont suicidés, on ne sait pas trop pourquoi. Seulement nous, les Africains, c'est-à-dire nous, les Ivoiriens, qui savons le fond du problème, nous sommes ceux même qui comprennent la situation. Et puis, les autres pays africains, il y en a qui font comme s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais nous qui sommes concernés, on comprend, on suit, on analyse, et on veut savoir où tout cela va aboutir. Donc vendredi, le deuxième jour, c'est-à-dire le lendemain de je ne sais pas si c'est la phase finale ou bien la deuxième partie ou bien la dernière phase de ce procès, de ce fameux procès, il a été question de liberté provisoire qu'on pourrait accorder au président Laurent Gbagbo et de son ministre. Et fort de tout ça, compte tenu de la logique même dans l'esprit des Ivoiriens, de la logique même dans l'esprit des journalistes et des professionnels de droit, il ressort que la liberté provisoire doit lui être accordée, lui sera accordée. Et donc, il y a eu une liesse populaire en Côte d'Ivoire. On ne sait pas d'où les gens sont venus pour manifester de façon spontanée, au risque même de leur vie. Parce que beaucoup étaient debout sur des cars, des minibus. Et ces cars-là étaient en train de rouler. Pour dire qu'ils sont tellement contents qu'ils se sont dit que leur vie
n'est pas plus importante que la liberté du président Gbagbo. Donc ils voudraient, et ils ont demandé, et ils ont accepté de vivre ce bonheur, cette joie-là, de la liberté, sinon de la libération du président Laurent Gbagbo. Mais c'est pourquoi on doit se poser des questions. Ce qui doit retenir l'attention même de tout le monde, c'est le fond, le contenu de toute l'histoire. Pour quelqu'un qui a été pris, arrêté, déféré en prison au nord, à Odiéné, et de là-bas, il a été transporté à la CPI, à La Haye, en prison, sans même avoir pris le soin de rédiger un mandat d'arrêt avant de l'arrêter. Quand on regarde dans cette histoire, c'est tout du coup à une prise d'otage qu'on doit penser. Nous considérons que ça n'a pas été une arrestation en bonne et due forme. Et à partir de ce moment, il ne devait même pas y avoir, de procès parce qu'il y a déjà eu une entorse à la loi. Donc cela annule tout. Mais comme tout le monde le sait, ce procès-là est agrippé à une affaire politique et donc ils ont forcé pour lui envoyer, pour lui imposer un procès. Ce qui fait que aujourd'hui, tout ce qui va sortir comme résultat, comme décision de ce procès, c'est tout à fait et purement et simplement un règlement politique. On a fait défiler, l'accusation a fait défiler plus de 80 témoins à charge, mais les témoins à charge n'ont pas pu, si je peux me répéter, charger le président, c'est-à-dire confirmer les charges qui sont retenues contre lui. Ils se sont volatilisés pour se transformer, pour redevenir des témoins à décharge. Et pourtant, le procès a continué. Après même tous ces avocats, après tous les témoins, après le fiasco de Madame le procureur Fatou Bensouda, ils ont tenu quand même à continuer le procès. Mais nous comprenons la position des juges parce que leur salaire vient de ceux qui tirent les ficelles à la CPI. Leur traitement, leur bonus, tout ce qui tourne autour de ce procès, tout ce qui tourne autour du fonctionnement même de cette cour vient des pays nantis, c'est-à-dire les pays du monde libre qui manipulent à leur guise. Et donc, ce ne sont plus des juridictions comme on peut l'entendre, c'est plutôt autre chose. Alors, aujourd'hui, on parle de sa libération. Qu'est-ce qu'on va obtenir de sa libération? C'est là où on doit se poser des questions. On verra avec la deuxième partie de cette émission comment chaque Africain, et en particulier chaque Ivoirien, interprète, comprend ou regarde la Cour aujourd'hui. Parce que pour tout ce qu'on a avancé, la Cour pénale n'a jamais dit le droit. Elle s'est engagée dans une procédure de juridiction, c'est-à-dire accusé, accusation, témoin, avocat. Ce sont les éléments clés, c'est-à-dire les parties dans un procès. Mais dans le fond, le droit n'a pas été dit. Mais qu'est-ce qui a été dit? Ou alors qu'est-ce qui devrait être dit à partir du moment où on ne peut pas dire le droit? On reviendra pour voir les manquements et pourquoi, même si le droit n'a pas été dit, on peut dire autre chose. Une plage publicitaire.
Et tout à l'heure, on va se retrouver pour voir dans les détails de quoi l'Afrique peut être fière après ce procès et quelles sont les leçons que nous devons tirer de la situation du président Laurent Gbagbo. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafriquetv.com, iptv.tempoafriquetv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafriquetv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Et je disais que quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer de la libération du président Laurent Gbagbo. D'abord pour les Africains. Il se trouve que actuellement, nous sommes en période électorale un peu partout. C'est-à-dire les mois qui viennent ou bien dans un an pour certains pays. Mais la lutte du président Laurent Gbagbo est une lutte commune, surtout pour l'Afrique de l'Ouest, pour les pays francophones en Afrique de l'Ouest, parce que le nouveau leadership dans tous ces pays africains-là s'apparente, sinon est calqué un peu sur le modèle du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire libre, une Afrique libre, prospère, une Afrique forte. Et c'est en cela que nous allons nous référer, par exemple, à la lutte, sinon au programme de gouvernement et aux idéologies de cette nouvelle vague de leaders, c'est-à-dire de politiciens africains en Afrique de l'Ouest, si je peux me répéter ainsi. Dans le cas du Bénin, l'exemple typique du président Laurent Gbagbo, c'est M. Sébastien Ajavon. Au Burkina, nous aurons M. Yacouba Issa Dida. Au Cameroun, nous avons Maurice Kanto. Et au Mali, M. Soumaïla Cissé. Comme au Sénégal, vous devez vous rendre compte maintenant, et tout le monde a le nom de ce jeune monsieur en tête, M. Ousmane Sonko. Et enfin, au Togo, M. Achadam Tikwi Achadam. Pour dire que voici des leaders qui croient en l'Afrique, qui croient en leur pays et qui ont la conviction et la certitude que si les dés ne sont pas pipés au départ et qu'on laisse la libre action aux leaders africains de diriger leur pays avec eux-mêmes la bonne gestion de leurs ressources, il est façon de dire que l'Afrique n'a rien à envier au reste du monde. Parce que tout ce qui peut être utile à l'industrialisation d'un pays, tout ce dont un pays peut avoir besoin pour aller de l'avant, l'Afrique regorge de toutes ces matières premières, de tous ces matériaux.
Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui où on vous parle, l'Afrique est quand même loin derrière tous les autres continents. L'Afrique regorge de tous les autres problèmes, même des problèmes qui ne sont pas dans la tradition, dans nos coutumes, mais aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont comme plantés sur nos terres. Alors, la libération du président Laurent Gbagbo sera aussi la libération de l'Afrique. En ce sens qu'il n'est pas le seul à penser ce qu'il pense, il n'est pas le seul à croire aux chances de la Côte d'Ivoire et de façon générale de l'Afrique. Il y a beaucoup d'autres cadres, beaucoup d'autres Africains qui pensent de cette façon. Et donc, sa libération doit être l'affaire de tous. Même si au départ de la crise ivoirienne, beaucoup de pays africains, qui ont d'ailleurs même de nombreux ressortissants en Côte d'Ivoire, se sont mis de l'autre côté pour combattre la Côte d'Ivoire, pour combattre les fils du pays. Mais avec le temps, beaucoup sont en train de se rendre compte de la supercherie, beaucoup sont en train de se rendre compte qu'ils ont été trompés. Et je pense qu'il n'est pas encore tard. Nous estimons qu'il n'est même pas encore tard pour se ressaisir, pour se recadrer et pour revoir ses cartes, de façon à ce que une action qui est partie d'un seul pays fasse tache d'huile et que tous les pays africains se retrouvent dans ce mouvement pour se libérer une bonne fois pour toutes. Ce que nous allons ajouter, c'est que quand on parle de la Côte d'Ivoire, beaucoup pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et pourtant, tout le monde est concerné. Concernant le cas de la Côte d'Ivoire, si je peux encore me répéter, si vous permettez, le président Laurent Gbagbo part de la Hollande, part de la Haye, part de la CPI. Mais aux dernières nouvelles, on nous dit qu'il sera ou bien serait déjà même en Belgique. Nous recevons une dépêche, pour ne pas dire une communication cet après-midi, parce qu'il fait maintenant nuit, cet après-midi, qui nous dit que la CPI vient d'annoncer qu'elle ne peut pas garantir la sécurité du président Laurent Gbagbo. C'est une injure, c'est une insulte, c'est un manque de considération de la part de la CPI, de la part des juges de la CPI, de la part des pays qui tirent les ficelles au sein de la CPI. Mediapart a dit ce qu'il pouvait dire. La lettre du continent a dit ce qu'elle pouvait dire. Nous avons écrit, nous avons parlé avec des preuves à l'appui, des images, des communications, des séances vidéo, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'ils appellent la libération provisoire. Mais pour cette libération provisoire, le juge McDonald demande que le président Gbagbo ait un bracelet électronique, que le président Gbagbo ne puisse pas prendre la parole. Le président Gbagbo ne doit pas s'intéresser à la politique. Mais d'où tient-il toutes ces recommandations, pour ne pas dire toutes ces exigences? Généralement, on impose un bracelet électronique à un prisonnier, de surcroît un pédophile. Je dis bien un pédophile. Chacun peut aller chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Ce sont des adultes qui violent sexuellement les enfants, c'est-à-dire ça peut être des petits garçons, comme des petites filles, ou bien des jeunes filles à bas âge. Ils l'ont fait de façon répétée, même s'ils ne l'ont pas fait de façon répétée. Après leur procès, ils sont déclarés coupables, ils purgent leur peine. Et quand bien même qu'ils aient fini leur peine, on leur met ce bracelet-là, qui est attaché au système GPS du pays, ou bien de l'État
dans le cas des États-Unis, de façon à ce qu'on essaie de les suivre. Parce que, en tant que pédophiles, ils ne peuvent pas s'approcher des centres d'éducation, c'est-à-dire les jardins d'enfants, partout où il y a des enfants qui sont réunis, que ce soit les écoles, les jardins d'enfants, les crèches, les garderies, les pouponnières. Et dès qu'ils commencent à s'approcher de ces coins-là, de ces lieux, c'est signalé et la police se met à leur trousse. Parce qu'ils sont sur un fichier, sur un radar. Il y a un radar qui les capte et il transmet les informations au service de sécurité. Mais quand M. McDonald demande un bracelet électronique pour M. Laurent Gbagbo, qui n'a même pas été reconnu coupable, on n'a même pas pu confirmer les charges retenues contre lui. Ça veut dire qu'on n'a même pas pu prouver les charges pour lesquelles on le poursuit, et vous demandez qu'on lui impose un bracelet électronique. Mais tout ça s'est fait de telle sorte que on veut donner le temps à M. Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais gagné les élections, et que la France et tous les chocolatiers et toutes les multinationales ont supporté pour l'imposer à notre pays. Donc tout ça s'est fait de façon à ce que M. Alassane Dramane Ouattara puisse aller jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Alors je demande à M. McDonald, peut-être qu'il veut que nous payons pour des cours de droit pour lui, pour apprendre le droit, quand bien même que nous ne sommes pas des professionnels du droit, mais on sait quand même lire ce que les professionnels du droit ont écrit, ou bien écrivent leur rapport concernant le procès. Les professionnels des médias, leur rapport concernant le procès, et aussi des amateurs, mais pour avoir côtoyé les hommes de droit pendant longtemps, ont quand même une certaine logique, un sens d'esprit critique dans leur cerveau qui fait qu'ils ont la capacité quand même de porter des jugements sur les décisions qui sont en train de se prendre ou bien sur le déroulement de ce procès. Quand je dis c'est une insulte, M. McDonald ne peut pas traiter le président Laurent Gbagbo comme il l'a fait. Même si c'est au cours d'une plaidoirie qu'il l'a fait, mais il a un peu montré de l'impolitesse. Et nous pesons bien nos mots. Parce que quand vous demandez un bracelet électronique pour quelqu'un qui n'a même pas été jugé sur la base des faits qui lui sont reprochés, je ne sais pas ce que vous cherchez. Maintenant, si vous faites partie du cercle de M. Ocampo, qui a reçu l'argent pour faire ce qu'il avait à faire et qui vous a laissé la tâche de continuer son boulot, on voudrait vous accorder des circonstances atténuantes et vous demander de vous ressaisir. Et quand on demande à M. Laurent Gbagbo de ne pas faire la politique, mais nous, on n'entend pas ça de cette oreille-là. Ce sont des... On ne sait pas. Je ne veux même pas utiliser le mot ici. Parce que j'estime qu'il y a des gens quand même respectables qui nous écoutent, qui nous regardent, qui lisent nos propos. Donc on veut s'abstenir d'utiliser certains mots qui ne seraient pas quand même contenus de respect, de courtoisie, et puis de fidélité même intellectuelle. Laissons les choses comme ça. Mais là où nous sommes en colère, et je sais que nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls d'Ivoiriens, les seuls de la diaspora, ou bien les seuls Africains à penser à cette injure. Vous arrêtez quelqu'un. Non seulement les procédures même de son arrestation n'ont pas été respectées, vous le détenez pendant 7 ans pour rien, puisque les charges retenues contre lui n'ont pas été confirmées, mais vous continuez un procès parce que ces grands pays réunis au sein du G8 vous donnent des instructions que vous devez respecter, dans la mesure où c'est eux qui vous payent vos salaires, mais vous allez au-delà de ça pour dire que, étant
toujours au compte et aux mains de la CPI en Belgique, vous dites que vous n'êtes pas responsable ou alors vous ne pourrez pas garantir sa sécurité. Mais c'est une gifle à la figure de tous les Africains. Et j'en appelle à tous les Africains, à tous les Ivoiriens en particulier, de s'ériger contre cette décision, de s'ériger contre cette façon de faire. Parce que d'abord, ce que la CPI, la France, l'ONU, l'OTAN et tous ceux qui les ont suivis, l'Union européenne, de toute façon, tout cela, chacun est inclus dans l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au grand groupe. Tous ces gens-là, je voudrais que les Ivoiriens, les Africains surtout, et les Ivoiriens en particulier, essaient de réfléchir à la situation. On parle de liberté provisoire. Ça n'en est pas une. Mais ce que nous devons souligner, c'est que si nous ne prenons garde, si nous ne changeons pas notre façon de faire, aujourd'hui, ils sont allés après M. Laurent Gbagbo parce qu'ils ne partagent pas les idées qu'eux, ils développent. Ils s'érigent contre l'exploitation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. La prochaine fois, ça sera contre un autre leader africain. Et la façon dont les choses se sont déroulées avec le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que ça nous dit? Comment nous sommes interpellés? Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un va vouloir revendiquer pour le peuple à qui il a promis de défendre les intérêts et les droits, ces gens-là, c'est-à-dire les Européens, parce que ce n'est pas tous les pays africains qui ont été colonisés par la France. Donc les autres aussi peuvent faire la même chose que la France, puisque la France l'a fait et elle s'est retrouvée impunie. Donc eux aussi vont faire la même chose. On peut venir prendre un leader, aller l'enfermer, ou bien même on cherche à le bombarder pour le tuer, et s'il n'est pas mort, on va le prendre, on le met en prison, on attend que celui qu'on veut, qu'on a mis au pouvoir, finisse 2, 3, 4 mandats, et puis après on ouvre les portes, on dit qu'il peut sortir. Mais c'est trop facile. Les Africains, vous devez montrer votre dignité. Vous devez montrer que vous aussi, vous êtes des personnes sur la terre, et que Dieu nous a tous permis de vivre sur cette terre. Ça veut dire que chacun a ses droits et chacun a ses devoirs. Vis-à-vis de ses pairs, c'est-à-dire les gens de sa famille, ses proches, et puis de son pays. Mais il a aussi des droits que son pays, son gouvernement doivent lui assurer. Et si on ne prend garde, si on ne change pas, comme je l'ai déjà dit, notre façon de faire et notre façon de traiter les uns et les autres, parce que pour que d'autres pays africains prennent part à cette affaire, c'est quand même léger. Comment voulez-vous que le jour où c'est le Sénégal, ou bien c'est la Mauritanie, ou bien c'est le Libéria, ou même le Ghana, ou alors la Guinée, ou le Burkina, se trouve dans cette situation, comment voulez-vous que les Ivoiriens se lèvent pour aider et défendre ce pays africain qui est un pays frère? À partir du moment où eux, ils ont participé à la destruction de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'insiste. J'insiste pour dire à tous les Africains qu'il ne faudrait pas qu'ils battent des mains quand il s'agit d'un de leurs, un Africain ou bien un pays africain qui est en train d'être détruit. Vous n'avez pas à y participer. Parce que si vous ne participez pas et que vous tous, vous êtes ensemble et qu'on sait que vous êtes ensemble, vous fermez un bloc et alors vous devenez très fort, il est difficile de vous combattre. Mais quand vous allez en rang dispersé, quand vous allez les uns contre les autres, c'est comme ça que vous serez toujours traités. Alors j'invite tous les Africains, tous les leaders africains et tous les Ivoiriens en particulier de regarder dans une même direction. J'en appelle à l'unité. Je demande du fond de moi-même et du fond de mes collaborateurs, à partir des conseils que nous avons reçus, des idées que nous avons arrêtées après nos réunions, que les Ivoiriens, vous devez tous regarder dans une même direction. Voici les élections de Bassam qui sont finies.
avec des gens qui arrivent dans un bureau de vote avec des machettes et ils s'attaquent aux urnes, ils détruisent les urnes, ils déchirent les fiches électorales et pendant même qu'ils s'en vont pour faire ça, ils dépassent les forces de sécurité. Alors qu'est-ce que les forces de sécurité sont là dans la salle ou bien dans la cour? Quel est leur rôle? On les appelle les forces de sécurité. J'ai dit déjà plusieurs fois qu'il faudrait qu'on change leur nom. Ce sont les forces de bruit, les forces du désordre, mais pas les forces de sécurité. Parce que quand vous êtes force de sécurité, vous êtes assuré, vous êtes tenu plutôt d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais si des gens vous dépassent en machette en plein jour pour aller attaquer des gens dans une salle et que vous n'arrivez même pas à les arrêter, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que la population qui est victime estime, et elle est convaincue, et nous sommes tous convaincus, que c'est l'œuvre de M. Alassane Dramane Ouattara. Qu'on ne le dise pas plusieurs fois ou qu'on ne change pas la façon de le dire. C'est sa faute, et c'est son travail, et c'est le but qu'il recherche. Pourquoi accuser le FPI ou bien la FESI de mouvement terroriste? Il y a un seul terroriste et il y a un seul esprit de terrorisme en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Dramane Ouattara, le RDR et le RHDP. Qu'on apprenne à se dire les vérités. Depuis que ce monsieur est arrivé dans notre pays, on n'a jamais eu la paix jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est la vérité, les preuves sont là. Les Ivoiriens ne se sont jamais empoisonnés comme ça. Les Ivoiriens n'ont jamais pris des machettes à aller taillader des gens en plein jour. Même la nuit, ça ne se faisait pas. Ce n'est pas en pleine journée que ça va se faire. Même après les morts des élections partielles, jusqu'à ce jour où nous, on s'adresse à vous, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore été fichu de présenter des excuses à la population. Il n'a pas encore été fichu d'adresser ses condoléances aux familles qui ont perdu des gens. Et de surcroît, il est venu sur les ondes de sa RTI annoncer qu'il est satisfait des résultats des élections. Mais c'est exagéré. Vous organisez des élections par votre soi-disant Youssouf Bakayoko, et en plus de cela, il y a eu mort d'hommes. Vous venez à la télévision pour dire que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé, du déroulement du scrutin. Un scrutin où il y a eu mort d'hommes. Vous dites que vous êtes satisfait. C'est que vous êtes à la base. C'est pour ça qu'on vous accuse ouvertement de tuer, d'empoisonner les Ivoiriens. Nos frères qui sont au RDR, le RDR était parti autorisé par la Côte d'Ivoire, par le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur. Ils ont un récépissé. Ce parti a un récépissé, ça veut dire que c'est un parti qui est autorisé. Donc ce parti est libre de recruter des militants. Mais là où on n'est pas d'accord avec les gens du RDR, regardez ce que votre parti fait dans la population. À supposer que les Ivoiriens, de l'autre côté, aient un esprit de vengeance. Ou alors répondre, de la façon dont vous agissez. Qu'est-ce qui va se passer? Si les Ivoiriens doivent répondre à vos provocations, ça sera le chaos. Mais comme c'est notre pays, on connaît l'histoire des deux femmes qui se disputaient le bébé, et celle à qui appartient le bébé, on les a appelées chez le roi. Elle a dit, ok, c'est son bébé. Celle à qui n'appartient pas le bébé, mais qui veut forcément qu'on dise que c'est à elle le bébé, insistait. Le roi a dit, ok, si c'est comme ça, on va couper le bébé en deux, et puis chacune va avoir une partie. Et la mère biologique du bébé a dit, non, je ne voudrais pas qu'on tue mon enfant, donnez-le à l'autre. Et c'est tout. Et c'est dans cette situation-là que nous nous trouvons actuellement. Nous qui sommes Ivoiriens, on n'a pas à répondre aux provocations du RDR, ou bien des loubas du RDR, ou bien des dozos qui se promènent dans la ville avec des fusils, en train de séquestrer ou bien de tuer les gens. C'est notre pays. On s'abstient de se jeter dans cette violence-là, parce qu'on veut préserver les acquis de notre pays.
Si j'ai un mot à lancer aux Ivoiriens, je leur demande de rester calmes, dans l'humilité, dans le respect de nos différences. On a attaché l'araignée 7 ans. Dans 7 jours, on va le détacher. Ayons de la patience. Notre pays nous appartient et c'est le seul qu'on a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Que Dieu vous garde et vous protège. Qu'il donne la force à ceux qui sont faibles, à ceux qui doivent recouvrir la santé pour des cas de maladie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse l'Afrique. Merci, bonne nuit et bon début de semaine. Nous nous retrouvons nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.